quand j'ai vu la compo d'équipe ce soir, je me suis dit que c'était une équipe qui me plaisait bien, moi. Donc je suis d'autant plus déçu que le résultat est, sur le plan tactique, c'est vrai, sur le plan de l'envie. Alors ok, on peut parler, on l'a dit, de fatigue et d'usure mentale et physique, mais sur le plan tactique, ça a été pauvre, quoi. Les liaisons entre les lignes, enfin l'animation a été défaillante. Même au niveau technique. Oui, il y a eu des erreurs. Enfin, et c'est pour ça que je suis déçu d'ailleurs par Nasri, parce que je l'adore et puis je trouve c'est un joueur qui est tellement performant, qui est tellement talentueux, qu'il a les moyens d'être le chef d'orchestre. Et aujourd'hui, il avait tout. Il avait tout l'orchestre pour lui. Donc je suis déçu. Mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que Franck, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'elle vaut, cette équipe de France? Pour répondre à la question de Guillaume. En plus, on a eu 2 matchs amicaux avec des équipes entre guillemets bis, l'Angleterre et le Brésil. C'est tout le problème de cette équipe, c'est qu'on n'a pas elle vaut 4 points d'avance sur la Biélorussie, qui lui a pris 4 points sur... Le problème, le plus gros problème, c'est qu'on sait que ces joueurs qui forment l'équipe de France ont des qualités indéniables. C'est pour ça qu'on leur en veut quelquefois, parce qu'on sait qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ça. C'est ça qui est rageant. C'est que si on avait une équipe, excusez-moi, si on avait une équipe de merde, on dirait c'est une équipe de merde, on passe à autre chose. Mais là, on a une équipe de gens, on voit Bidal, c'est monstrueux, quoi. Ce sont des icônes dans chacun de leurs clubs. Benzema, il a quand même fait ce qu'il avait à faire. Après, il y a le choix de l'entraîneur, mais ça reste quand même quelqu'un de qualité. Quand il marque un but, tous ses copains viennent le voir. Il fait partie d'un groupe. Il a été accepté dans ce groupe. Vous êtes d'accord, Cédric, à l'époque, parce qu'on va mettre 90 degrés, vous, à votre époque, vous étiez chacun leader dans votre équipe. Est-ce que là, on a une équipe de leaders dans les équipes dans lesquelles ils jouent? Non, on n'a pas une équipe de leaders, c'est évident. On a une équipe de joueurs. De bons joueurs. Voilà, a priori qui ont de la qualité, a priori qui ont du potentiel, parce que je vois quand même peu de garçons, à part peut-être Abidal ou Malouda, qui ont exploité à fond leur potentiel dans leur carrière. Mais il n'y a pas de leader. Je ne sais pas si vous avez lu ce matin un entretien qu'a donné Didier Deschamps à France Football sur le thème du Capitana. Et à un moment, je crois que c'est Patrick Dessau qui lui demande à qui il donnerait le brassard en équipe de France. Didier Deschamps a demandé un joker. Patrick Dessau a insisté avec une question du genre il n'y a pas de candidat naturel, re-joker. Et ça voulait dire ce que ça voulait dire. Il n'y a pas de leader naturel dans cette équipe. Non, le seul mec à qui je donnerais le brassard, c'est à Laurent Blanc. Moi. Je ne peux pas jouer, c'est ça le problème. Oh, les enchaînements, j'aime les enchaînements de Franck Leboeuf. Ils sont comme ça, ils se courent un après l'autre, Franck Leboeuf, Laurent Blanc, Franck Leboeuf. Je vous propose d'écouter justement le sélectionneur de l'équipe de France, forcément déçu par la prestation de ses joueurs, et très réaliste d'ailleurs sur la prestation de l'équipe de France ce soir à Minsk. On est déçu, voilà, point. Parce qu'on venait chercher 3 points, il ne faut pas se le leurrer. On n'a pas pu le faire, notamment en première mi-temps, on a été très décevant, notamment dans la transmission de balles où on a été trop lent. On a eu le ballon, mais on a été trop lent pour les mettre en difficulté. On sentait qu'on pouvait les mettre en difficulté, notamment avec notre pouvoir offensif, avec les joueurs offensivement qu'on a alignés. Mais dans la transmission, ça a mis trop de temps. Donc voilà, on ne peut pas dire que les Biélorusses aussi ont eu beaucoup d'occasions, mais le problème dans ces matchs-là, c'est que quand l'équipe qui a décidé d'attaquer et de jouer n'arrive pas à mettre en place son jeu, l'équipe qui défend bien, en plus... on leur marque un but aussi, donc ça leur donne du moral. Et puis ils défendent bien, ils croient en leur chance. Donc voilà, c'est la réalité de ce match-là. Oui, alors justement, on parlait de transmission. Cédric, vous nous avez sélectionné quelques images, une petite séquence. Oh, c'est pas embêté, hein. On a fait un point in, comme on dit dans le jargon, et un point out. Une entrée, une sortie. Je crois que c'est autour de la 38e minute, si j'ai bonne mémoire. Et ça donne à peu près ça. Regardez, messieurs, je suis sûr que Jean-Luc va adorer. Alors regardez bien, l'apathie, surtout, regardez, tout le monde veut le ballon. Hein. Voilà, parce qu'il m'a plu là-dedans, c'est que personne ne demande le ballon. Regardez Nasri et puis je crois que c'est Diarra. Personne ne bouge. Ça marche. Ouais. Personne ne demande le ballon. Et même quand il y a des solutions normales, on ose à peine faire la passe. Regardez Abidal là par exemple. Abidal, comme à Barcelone, il est habitué à demander le ballon. Quand il ne le demande même pas. Et on lui donne même pas. Le principe, puisqu'on compare souvent Barcelone avec les autres. Regardez comment ça va se terminer. Hugo Lloris, et là derrière, à l'arrivée, il y a perte de balle. Ouais. Mais quand on a Xavi, quand on a Iniesta, les mecs qui viennent chercher le ballon parce que ce sont des créateurs. Et c'est ce qu'on demande à Nasri. S'il veut reculer autant, parce qu'il a beaucoup reculé aujourd'hui, il va chercher le ballon et puis commence à créer. Mais le mouvement de Barcelone, où je sais pas, il faut quand même copier certaines choses quand elles sont bien. Et ça, il faut ça. Quand on est joueur de foot, on voit, moi je sais pas, je bouffais des cassettes entières pour essayer de ressembler aux joueurs que j'adorais. Et si je suis Nasri, je bouffe des cassettes entières de Barcelone sur le mouvement de Xavi et Iniesta.
On ne parle pas d'être Messi, parce que Messi, il est unique. Mais Xavi et Iniesta font des choses simples, des choses intelligentes, parce qu'ils créent du mouvement et ils jouent très simple, tactiquement. Mais ça, c'est le rôle du sélectionneur. Enfin, non, donner des en consignes même temps, pour le mouvement, non enfin, non, c'est la liberté du joueur. Après, les joueurs sont maîtres de leur jeu. Ils font ce qu'ils ont à faire. Si du mouvement, tu le crées toi-même. Et il faut, à un moment donné, faut se réveiller, quoi. Je veux dire, on est passé. Ils ont des statuts, mais ils ne dépassent pas leur. Il n'y a pas un dépassement de fonction. Il y a un travail qui est fait. Mais pas encore deux statuts. Ouais. Cédric, je crois. Ouais, je voulais juste rebondir sur la première action de Laurent Blanc, parce que quand il parle de transmission et de vitesse de transmission, je trouve qu'il nous refait un peu la même analyse qu'au match aller. Au match aller, effectivement, on avait vu l'équipe qui avait le ballon, qui l'avait haut dans le terrain. Les transmissions étaient lentes, les courses étaient lentes. Moi, j'étais sensible à l'un des derniers mots de Lizarazu dans la diffusion de TF1 où il expliquait que ce match n'était pas un échec technique, c'était un échec mental et physique. On avait des joueurs vidés, incapables, ne serait-ce que de faire un appel. C'est ce qu'on a vu sur cette image-là. Enfin, il défendait son papier dans l'équipe ce matin où il, il était en train d'expliquer que ce joueur arrivait très mal, ce match arrivait très mal. Il y avait le rush, donc tout le monde serait vidé parce qu'il y a la Ligue des Champions. Et moi, j'ai bien regardé sur la composition. À part Abidal, des joueurs français qui ont joué des grands matchs en Ligue des Champions cette année, il n'y en a pas. Non, puis la dernière fois que l'équipe de France s'est retrouvée en situation de disputer des matchs de qualification pour une grande compétition au mois de juin, elle les a gagnés tous les deux. Et je m'en souviens très bien, c'était il y a 4 ans, l'Ukraine et la Géorgie de mémoire, pour l'Euro 2008. Raymond Domenech nous disait la même chose que Laurent Blanc, ça va être difficile, on est en fin de saison. Tout le travail du staff pour mobiliser, patati patata. Comment ça ressemblait à Raymond Domenech? Ça avait donné 2-0, 1-0. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a un certain arrivisme chez les joueurs? Non, pas du tout. Je dis juste que le calendrier est ce qu'il est et qu'il y a des équipes qui s'en sortent très bien. Ça n'a jamais empêché même l'équipe de France de gagner les matchs. C'est clair. Voilà. Alors, à l'aller, il y avait 6 joueurs différents de l'équipe de ce soir, mais moi je pense aussi qu'il y a un certain confort qui s'est installé. C'est-à-dire, je posais la question tout à l'heure, savoir ce qu'elle valait dans ce groupe-là, l'équipe de France. On ne sait pas trop parce que c'est un groupe faible quand même. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment dans la tête des joueurs le fait de se dire allez, on est déjà quasiment qualifié, donc un match comme ça qui arrive en fin de saison, on va le prendre un peu à légère, parce que c'est pas ce qu'ils ont préparé quand même, ça. C'est pas un match qu'ils ont préparé pour faire ça. Jean-Luc, c'est clair qu'ils savent dans leur tête qu'ils vont se qualifier. Le problème, c'est est-ce qu'on veut aller au championnat d'Europe avec cette mentalité-là et se prendre une tôle. Il faut vraiment se réveiller, quoi. Il faut vraiment se réveiller. Pas le même état d'esprit. Après Laurent Blanc, une conférence de presse quand tu es sélectionneur et que tu as vu ton équipe, elle a joué comme ça. Je veux dire, même si tu as l'envie et l'amour de cette équipe, tu as envie de la défendre, il faut chercher les mots. Hein. Je crois que le seul qui avait la vraie envie de gagner ce match-là, c'était Laurent Blanc ce soir. Ouais. Bon, son équipe, je pense il a été déçu, mais on a tous été déçus parce qu'elle n'a pas répondu à l'attente, ni de son sélectionneur, ni des supporters. Je crois que ce match-là n'a pas été très réussi. Il y a un joueur sur lequel on voulait s'attarder, bien entendu, Eric Abidal, vous le savez, on lui a enlevé une tumeur, il a fait la finale de la Ligue des Champions, il a un titre de plus, et puis il était titulaire ce soir. Vous l'avez trouvé comment, messieurs, Eric Abidal? Je trouvais... C'est difficile dans ce contexte parce qu'il a l'habitude, casse-chambre celui-là. Il a l'habitude d'avoir des joueurs qui bougent énormément, qui demandent le ballon tout le temps et on voit souvent, regardez, ils se demandent à qui je vais filer parce que là on voit Ribéry qui a reculé de 3 mètres mais qui se montre pas vraiment. Donc après, il ne sait pas, voilà, il lui donne, puis Ribéry veut pas vraiment. Il y a Benzema qui revient. Benzema, il avait demandé le ballon, Ribéry avait reculé. On a l'impression qu'on ne veut pas le ballon. Et Abidal n'a pas l'habitude de ça. Donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de création d'espace, il n'y a pas de création de jeu. Et on a beau s'appeler Abidal, mais mettez Messi là. Dans cette équipe, je vous promets que c'est pas le Messi de Barcelone. Hein. Non, mais même si on le prend, on voit Messi. On voit Messi en Argentine avec l'équipe d'Argentine. Il n'a pas voulu, Messi ne voudra pas. Non, mais Messi en Argentine ne rayonne pas comme il rayonne au Barcelone. Ouais, non, mais il y a une sorte de torpeur collective là ce soir. Je veux dire, mais Abidal surtout, ce qui fait plaisir, c'est de le voir jouer. On s'en fout comment il joue en fait. Il a été opéré d'une tumeur. Moi, je suis content de le voir. Il a été opéré d'un cancer du foie. Il faut appeler les choses comme. Bravo quoi. Pour moi, c'est un phénomène. Moi, je suis sous l'émotion de le voir rejouer. Cédric, c'est un signe fort aussi de le titulariser à gauche. Voilà, je crois que quand on reprend, ça s'appelle Laurent Blanc, on prend Abidal, on le met titulaire à gauche. Il y en a qui sont passés de ce côté-là. Que Abidal, c'est quand même l'un des seuls Français à avoir réussi son passage en Espagne. Parce que très peu de joueurs français, à part Copa,
Mais sinon, on a souvent eu c'est du mitigé ou du pas bon. C'était avant Jean-Luc Haribard, vous dire. Oui, voilà. Mais c'est vrai, bon, Raymond Kopa qui vraiment fait une star encore en Allemagne. Il y a eu Zizou, bien sûr, mais Raymond Kopa. il y a Zizou, bien sûr, mais sinon, Lizarazu un petit peu aussi. C'est Abidal. Elisa, il a fait. Il n'a pas joué en Espagne, il a joué au Pays Basque. Il a joué à Atletico, il a joué 1 an ou 2. Enfin, c'est quand même pas, c'est pas le fait de sa carrière, quoi. C'est quand même le Bayern. Mais Abidal, vous voyez, il gagne la Champions League, il lui file le brassard, il lui donne. Et c'est pas que parce qu'il a été malade, c'est parce que c'est aussi considéré comme un grand joueur. C'est peut-être arrivé, sa maladie est arrivée au moment où il était le plus performant. Je voudrais revenir avec Cédric. Le fait de mettre Abidal comme ça de titulaire à gauche, c'est un signe aux autres de Laurent Blanc, j'imagine également. C'est un signe fort pour Abidal et par extension pour Patrice Evra. C'est-à-dire que Laurent Blanc ne fait très très peu de mystère depuis le retour d'Abidal en équipe de France en novembre dernier contre l'Angleterre, du fait que c'est son option numéro 1 à gauche. Il n'y a pas cette espèce de fausse concurrence ou cette espèce de pseudo-richesse. On a plein de super joueurs au même poste. Blanc dit numéro 1 Abidal, numéro 2 Evra. Clichy a explosé alors. Clichy en tout cas n'a pas montré pendant les 3 ou 4 mois où il a évolué sans Abidal ni Evra, aux yeux de Laurent Blanc, qu'il avait le même volume. Il a besoin d'Abidal. Vous parliez des leaders, qu'il manquait des leaders. Donc il a besoin d'un joueur comme ça, qui a une expérience, qui a un vécu au plus haut niveau. Il a besoin d'Abidal, il a besoin de Loris. Parce que vous êtes sévère quand même, des leaders, il y en a. Peut-être pas des grands leaders. Loris, leader à Lyon, on l'a bien vu sur la fin de championnat. C'est quand même un grand gardien. Il est dans le top 5 quand même des gardiens européens. Sako, d'accord, c'est pas encore un leader, mais c'est un joueur qui a un gros potentiel. Il y a Mexès qui est un leader. Diarra, il est capitaine à Bordeaux, donc c'est un leader a priori naturel. Peut-être qu'il ne fait pas une très bonne saison. Diaby, c'est un leader de jeu. Arsenal, quand il joue, quand il n'est pas blessé, mais il a fait une saison aussi un peu pourrie par les. Nasri, Fabregas, c'est les 2 meneurs de jeu, les 2 leaders de jeu d'Arsenal. Donc Nasri, c'est pas rien non plus. Il est sacré deuxième meilleur joueur de la Première Ligue cette année. C'est quand même pas une mauvaise saison. Ribéry, c'est plutôt un leader. Malouda, Chelsea, c'est pas non plus. Bon, bref, et Benzema, même s'il n'a pas réussi à s'imposer au Real Madrid, c'est quand même, il y a quand même des leaders de jeu. A priori, c'est que je t'admire, mais là, franchement, je ne peux pas être d'accord. Non, mais Nasri, pour moi, il n'est pas leader Arsenal. Le leader Arsenal, c'est Fabregas. Au Bayern de Munich, c'est Schweinsteiger qui est le leader. Schweini. C'est pas Ribéry. On va prendre Malouda, c'est pas lui, c'est ou Lampard ou Drogba, mais c'est pas Malouda le leader. Et d'autres aussi. Et je trouve qu'il y a un manque. Et surtout, bon, c'est vrai qu'on compare beaucoup avec cette équipe avec notre équipe de 98 et maintenant. Mais il manque pas les leaders. Un Vieira, c'était un leader. Un Zidane, c'était un leader naturel. Il y a où on est leader parce qu'on est là dans le groupe et on forme le groupe et on constitue le groupe autour de soi. Ou alors on est un leader naturel. On va prendre Fabien Barthez, parlait pas beaucoup. Zidane parlait pas beaucoup, mais ce sont pas leurs qualités des leaders. Mais c'est sur le terrain qu'on est leader, Loris, il manque, je sais pas, une aura. C'est un très très bon gardien, mais il manque une aura qui va le propulser leader. Barthez avait cette aura. Il dégageait quelque chose qui faisait que automatiquement c'était un leader. Lloris, il passe pour un timide, très bon gardien, mais c'est un timide. Moi, je ne le considère pas comme un leader. Alors, autre analyse après ce match d'un de nos super consultants dans le Tour d'Europe, c'est Arsène Wenger. On a beaucoup parlé de Nasri. Arsène Wenger qui a fait une petite déclaration aujourd'hui, qui a dit que non, Nasri n'irait pas à Manchester United. En tout cas, ils n'ont pas envie de le vendre à Manchester United. Ils discutent encore avec Samir Nasri. Il peut être vendu ailleurs, c'est ce que j'ai compris, mais pas à Manchester United. On écoute Arsène Wenger sur ce match de l'équipe de France. C'est un match international du mois de juin. Et on a pu voir qu'on n'éteint pas la lumière comme ça et on la rallume quand on a décidé de le faire. La haute compétition, il faut qu'on y vive tout le temps. Et on a pu voir que beaucoup de joueurs ont décroché. Et ce soir, ça s'est ressenti dans le rythme collectif. Sur un plan mathématique, ce n'est pas une catastrophe. Ça ternit un peu l'image d'une équipe qui est en plein renouveau. C'est un petit coup d'arrêt, mais je pense que ce n'est pas plus grave que ça. Match international du mois de juin. Oui, mais ça, on le sait. Oui, mais on va le voir sur d'autres images, ce qu'il y a beaucoup plus de rythme dans d'autres matchs. Donc, est-ce que les Allemands et les Autrichiens ne considèrent qu'avoir un dernier match n'est pas forcément une... On n'a pas besoin de forcer, nous, pour se qualifier, c'est pour ça. On n'a pas. Ouais, bon, voilà. Conclusion peut-être avec Cédric sur l'équipe de France, et puis on va voir des buts, on va voir du jeu. Cédric, conclusion. Peut-être une conclusion générale, parce qu'on finit une saison, on est parti plein d'espoir, on est parti plein de bonnes intentions aussi sur le terrain. Je me rappelle les débuts en Norvège,
même s'il y a une défaite au bout. Puis on a perdu un petit peu d'aura, il y a eu cette affaire aussi, on n'en a pas parlé parce que soit on concentre sur le foot, qui a égratigné quand même aussi l'aura de Laurent Blanc, l'affaire des quotas. Qu'est-ce qui vous reste, vous, de cette première partie sous l'ère Laurent Blanc? On est parti avec beaucoup d'espoir, aussi avec beaucoup d'inquiétude, puisque le match en Norvège, on n'avait pas gagné. Le match de la Biélorussie avait quand même été très alarmant. J'allais dire, on pensait avoir tout vu avec le match aller contre la Biélorussie, on avait vu tout ce qu'il ne fallait pas faire.